Des canaux d'évacuation et des canalisations bouchées menacent la santé et le bien-être des populations de Yopougon-Jesco. Toujours en Côte d'Ivoire, les enfants malades du diabète pourront bientôt bénéficier d'un traitement médical adéquat. Une banque d'insuline vient d'être installée. L'Égypte sous haute tension pour le début du Ramadan. Les pro-Morsi exigent son retour, tandis que les anti-Morsi manifestent aujourd'hui aux abords du palais présidentiel. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre le dernier journal de RTI 2. Des eaux usées qui envahissent la chaussée, les commerces et même les habitations. La scène se déroule dans la commune de Yopougon au quartier Jesco et le calvaire des populations s'accroît pendant la saison pluvieuse. Elle dénonce les canaux d'évacuation et les canalisations bouchées. Tout de suite, les explications de Franck Wadio. Son enfant dans les bras, Massa Bakayoko sort de chez elle. Elle vit au quartier Jesco à Yopougon, mais elle n'ira pas bien loin. L'entrée de la cour obstruée par une eau sombre. Plusieurs années que cela dure, à chaque saison pluvieuse, la chaussée devant la cour est envahie par les eaux usées. On demande pardon au gouvernement, il va nous aider, on souffre. Tu vois les enfants, on ne peut même pas faire quelque chose. Ici, là, on ne peut pas sortir. On est dans la maison, on souffre. Massa n'est pas la seule victime. Son voisin immédiat, un vulcanisateur, pour les mêmes raisons, a du mal à exercer son métier. Situation tout aussi difficile pour les commerçants des alentours. Quand les gens viennent, ils sont assis dans le sac, qui va payer? Ils regardent et puis ils s'en vont. Le pire, la chaussée pleine d'eau oblige les automobilistes à d'incessantes queues de poissons et autres mauvaises manœuvres. Ce jeune chargeur de véhicules en a déjà fait les frais. Comment tu prends la poubelle là? Ça m'a dépassé, moi c'est derrière là qui m'a accroché en même temps. Où il me rencontre là, il voit que non, il perd quelque chose de 7 dents quoi. De l'eau stagnante, pas sûrement due au hasard. En amont, dans ce quartier, les habitants aussi se plaignent car sans canal d'évacuation adéquat, les domiciles sont inondés. Vous cherchez alors la cause de tous ces désagréments. Certains disent avoir quelques indices. Là, il y a un regard qui prend l'eau, qui quitte dans tout Jesco, vient se déverser là, et il y a un tuyau qui passe sous le goudron. La partie derrière là, où l'eau doit sortir là, c'est un espace vert prévu pour permettre à l'eau de partir. Et il se trouve que des gens sont venus construire. Un regard des nouvelles autorités communales est souhaité. On s'organise d'ailleurs ici comme on peut pour leur soumettre le problème. En image, cet accident survenu hier dans la commune de Cocody au quartier Riviera-Palmeraie. Un camion en folie est entré dans un magasin, détruisant tout et occasionnant 6 blessés graves, dont le conducteur, les passagers et la gérante de la boutique. Bientôt, la fin du calvaire des enfants malades du diabète en Côte d'Ivoire. Une banque d'insuline vient d'être créée par l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. Cette banque devrait soulager les familles de ces enfants malades, le coût du traitement du diabète étant particulièrement excessif. Selon les chiffres publiés en 2009, 6 personnes sur 100 sont touchées par le diabète en Côte d'Ivoire et 60% issus des couches les plus défavorisées. On écoute Michel Mambo. Le diabète, maladie chronique incurable qui se caractérise par l'excès de sucre dans le sang. En Côte d'Ivoire, environ 1 million de personnes sont touchées et les enfants ne sont pas épargnés. Ces derniers sont bien souvent contraints à un traitement à vie. Je souffre du diabète. Le matin, on me pique. Le soir, on me pique. Et le lendemain matin, encore, on me pique. Quand on me pique, j'attends 15 minutes avant de manger. L'espoir est permis car selon les spécialistes, si l'on ne peut guérir du diabète, il est tout de même possible de vivre avec. Tout réside cependant dans le respect du régime et du traitement. Mais là encore, il y a un hic, le traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses. L'insuline, si on veut prendre à la pharmacie, ça nous revient à 12 000 francs par mois. La semaine dernière, même par manque d'insuline, il a failli rentrer dans le coma parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir payer. Le cri de cœur de cette mère a trouvé oreille attentive. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, met sur pied une banque d'insuline. Elle devrait permettre à plusieurs enfants malades de 0 à 21 ans de recevoir gratuitement de l'insuline et ce pendant au moins 1 mois. Il y a des enfants qui sont inscrits et ils ont un carnet
Et c'est muni de ce carnet avec l'ordonnance médicale que tu peux avoir au moins un flacon par mois. On a vu des cas assez compliqués, on s'est dit que bon, il faut prendre ces derniers en charge. Logée dans l'enceinte de l'Institut national de la santé publique, la Banque de l'insuline pour enfants est l'œuvre de bonne volonté. Pour sa pérennisation, l'association sollicite le soutien du gouvernement. On en vient maintenant aux actions du Fonds national de la jeunesse à l'intérieur du pays, notamment à Diawala et Mbengue. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le FNJ a financé des projets dans le cadre de sa politique pour promouvoir l'emploi jeune. On fait le point avec Hamza Diaby. 7 millions de sans-emploi en Côte d'Ivoire selon le Bureau international du travail. Une proportion importante du chômage pour un pays qui compte 22 millions d'habitants. Pour pallier le problème d'insertion socio-professionnelle des jeunes, mise en place du Fonds national de la jeunesse pour œuvrer sur toute l'étendue du territoire, d'où le financement de projets à Mbengue et Diawala. Le Fonds national de la jeunesse, c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes du nord, les jeunes du centre, les jeunes du sud. Nous sommes venus avec un projet moderne pour que les jeunes de Diawala puissent produire des richesses pour eux-mêmes et pour développer la commune. Venus nombreux s'informer sur les prestations du fonds et les conditions d'éligibilité au financement. La jeunesse de ces localités a bénéficié de centaines de cartes jeunes. Aujourd'hui, ceux qui pourront cultiver du riz le vendront à bon prix et seront riches comme des planteurs de cacao ou de café. Soyez-en convaincus. Il en est de même pour les maraîchers. Nous sommes là aujourd'hui pour demander au Fonds national de la jeunesse de soutenir les projets des jeunes et de nous proposer des projets déjà finis, ficelés par le Fonds national de la jeunesse. Pour ça, nous, nouvelle équipe municipale, nous avons décidé d'offrir aux jeunes 400 cartes jeunes pour que le projet soit viable. Des cartes jeunes qui donnent droit à des prestations et services à coût réduit chez des enseignes partenaires. Des perspectives qui s'ouvrent ainsi aux jeunes de Diawala et Mbengue. Après 6 mois d'activité, le Fonds national de la jeunesse a reçu plus de 300 projets pour plus de 5000 emplois prévisionnels. Comment prévenir les conflits fonciers dans la région du Tonpi? La question était au centre de l'atelier initié par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Vous le savez, l'ouest de la Côte d'Ivoire est en proie aux conflits fonciers. Des institutions et autres autorités administratives ont donc été outillées sur les transactions foncières durables. Grace Kando. Le district des montagnes est depuis de nombreuses années confronté au problème du foncier rural. Des conflits intercommunautaires opposent autochtones aux migrants non ivoiriens. Une situation source de tension. Au centre de celle-ci, la question de l'occupation des terres. Pour éviter l'irréparable, le Conseil norvégien pour les réfugiés initie un atelier sur la prévention et résolution pacifique des conflits fonciers dans cette région. Objectif, mettre en place des outils qui puissent aider les populations à faire des transactions foncières durables. Personne à l'Ouest n'a un titre de propriété jusqu'actuellement. Certains ont tenté d'avoir des certificats fonciers, mais la loi connaît des obstacles pratiques et vraiment conceptuels de sa mise en application. Comment est-ce qu'on peut capitaliser ces initiatives pour qu'on harmonise la question de la gestion foncière en attendant la mise en application de la loi sur le foncier rural, qui est pour nous un outil ultime pour la sécurisation des droits fonciers. Cette rencontre qui dure 2 jours réunit élus locaux, partenaires humanitaires et autorités administratives. Depuis la fin de la crise post-électorale, les conflits se sont envolés à l'ouest. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour essayer de résoudre ces conflits. Donc, un tel atelier permettra à tous les praticiens d'être au même niveau pour que sur le terrain, les informations puissent aller vers les populations pour que la cohésion et la paix règnent. Plusieurs thèmes seront développés, notamment la loi sur le foncier rural, le rôle de l'administration dans la prévention et la résolution des conflits, les mécanismes de gestion des conflits fonciers dans le district des montagnes. Du sport à présent, et on va s'intéresser à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA. Il a été question d'œuvrer pour le bien-être du sport en Afrique. La cérémonie d'ouverture s'est tenue aujourd'hui en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage de Sébastien Ouignan. Cette rencontre d'Abidjan de l'ACNOA est placée sous le signe de la fraternité
de l'union et la paix. Elle envisage de nouvelles orientations afin de doter le sport africain d'outils de développement modernes. Ces 4 prochaines années seront marquées par l'action, la mise en œuvre de projets, l'absolue nécessité, au plan de la moisson des médailles olympiques, de faire beaucoup mieux qu'aux Jeux de Londres. L'Afrique olympique doit retrouver sa place, celle qui gagne, celle qui séduit, à travers les grands champions dans toutes les disciplines sportives. Il y a beaucoup de défis à relever parce que nous sommes l'Afrique. Et il faut les recenser et arriver à y mettre fin. Le Premier ministre Daniel Kambla-Duncan a présidé la cérémonie d'ouverture. Pour lui, il faut appuyer les actions de l'ACNOA. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite de nos meilleurs représentants au profit des autres pays? L'Afrique se pose de nombreuses autres questions. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers Abidjan, à l'occasion des présentes assises, avec l'espoir que vous aurez également à faire le bilan de la participation de notre continent aux derniers Jeux olympiques qui sont déroulés à Londres. 53 comités nationaux olympiques et autres instances du mouvement international olympique prennent part aux travaux de l'Assemblée générale élective. Et c'est avec Sébastien Wonier que nous mettons fin à l'actualité nationale. Premier vendredi de Ramadan sous haute tension en Égypte, des milliers de partisans de l'ex-président Mohamed Morsi se sont rassemblés aujourd'hui au Caire pour exiger son retour. Les anti-Morsi avaient pour leur part prévu une démonstration de force sur la place Tahrir ainsi qu'aux abords du palais présidentiel en fin de journée. L'armée a pris position dans les rues du Caire, policiers et soldats mobilisés pour ce qui s'annonce comme une grande journée de manifestation. Les frères musulmans ont appelé à un grand rassemblement qui a commencé par une prière. La place Rabat Adawiya est noire de monde. Femmes et hommes réunis pour demander le rétablissement de Mohamed Morsi dans ses fonctions de président. Ensemble pour dire que l'armée a trahi le peuple. Tous ceux qui collaborent avec ces putschistes sont des traîtres à la révolution. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement et tout parti qui accepte de collaborer avec lui est un parti putschiste, un parti dictatorial, un parti qui se range aux côtés des traîtres et non des révolutionnaires. Les manifestants exigent le retour de Mohamed Morsi. L'ancien président n'est pas réapparu depuis son arrestation le 3 juillet. L'Allemagne a demandé au nouveau gouvernement de le libérer. Le pays reste sous tension. Les anti-Morsi ont eux aussi prévu une nouvelle démonstration de force aujourd'hui, ce qui fait craindre de nouvelles violences. 7 morts hier dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Lagos au Nigeria. Les responsables des secours évoquent des défauts de construction, un problème récurrent dans cette ville surpeuplée. 7 personnes ont trouvé la mort jeudi au Nigeria dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de Lagos causé par des défauts de construction. Un problème récurrent dans cette ville surpeuplée qui compte environ 15 millions d'habitants. L'effondrement s'est produit dans le quartier à forte densité des Boutemeta où les constructions d'immeubles s'élèvent souvent dans le non-respect des normes en vigueur. En bref, 6 morts, 9 blessés très graves et 17 légers dans un accident ferroviaire aujourd'hui près de Paris. Le train qui transportait plus de 300 personnes entre Paris et Limoges s'est scindé en deux pour une raison encore inconnue. Pour terminer, le Brésil, où une cinquantaine de routes ont été bloquées et les transports en commun partiellement paralysés hier. Des manifestations pour répondre à l'appel des centrales syndicales et réclamer, entre autres, la réduction de la semaine de travail à 40 heures. Les indignés brésiliens qui manifestent depuis un mois ont été rejoints jeudi par les ouvriers grévistes. La contestation commençait à s'essouffler et les syndicats ont pris le relais avec des revendications plus traditionnelles, la semaine de 40 heures, le maintien de l'âge de départ à la retraite ou l'augmentation des salaires. Les centrales syndicales ont également repris les revendications à l'origine de la fronde sociale, des transports publics de qualité, plus d'argent pour l'éducation et la santé. Une journée de grève générale qui n'a pas touché le secteur des transports ni le secteur bancaire. Une journée de lutte qui a réuni moins de monde qu'au mois de juin, mais qui s'est déroulée dans le calme.
Nous voulons que le gouvernement ouvre grand ses oreilles et réponde à nos préoccupations. Des revendications qui étaient déjà dans les mains de la présidente avant son élection. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, elle n'a pas répondu à nos attentes. À Rio, quelques centaines de militants d'extrême gauche se sont heurtés à la police à la tombée de la nuit, qui a riposté à coups de gaz lacrymogène. À São Paulo, quelques 1500 manifestants ont dressé des barricades pour bloquer une autoroute. Mais la contestation reste très disparate, les revendications ne convergent pas et le mouvement est désuni. Le soi-disant Parti des travailleurs et les grandes centrales syndicales détournent nos revendications. Nous, ce que nous voulons, c'est un pays sans voleurs, sans corruption et sans magouille. La présidente Dilma Rousseff, sur la défensive, a bien du mal à reprendre la main. Elle a bien annoncé des investissements dans les transports, l'éducation et la santé, mais son projet de référendum et de réforme politique a été enterré par les députés et sénateurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur RTI2.